prévoir maintenant comment évolue le fer quand on le met dans l'air, c'est-à-dire pas forcément en présence d'eau, mais simplement du fer et du dioxygène. Donc faites le même raisonnement et je donne le résultat dans quelques instants. Donc on voit que le domaine de O2 qui est tout en haut là et le domaine du fer sont disjoints. Donc il y a bien une oxydation qui va se passer. Par exemple ici le fer peut donner du Fe2+. Mais ce qui est intéressant c'est que le Fe2+, a à nouveau un domaine disjoint avec O2. Et donc, il va continuer l'oxydation. O2 va oxyder Fe2+, qui va se transformer en FeOH3. Alors, pas en Fe3+, parce qu'on n'est pas en milieu acide, là, enfin, on vous indique pas qu'on est en milieu acide, donc on va plutôt le transformer en FeOH3. Donc, in fine, on va avoir le fer qui va se transformer en FeOH3, en deux étapes, en quelque sorte, mais en réalité, hein, ça va se passer en une seule étape. Le fer va directement devenir FeOH3 en présence de O2. Et enfin, dernière question, si on est dans une eau qui a été aérée, c'est-à-dire une eau qui contient du dioxygène dissous et qu'on est en milieu très acide, j'aurais peut-être dû mettre très acide ici, hein, donc inférieur à 1,67, que se passe-t-il? Eh bien voilà, ici le fer est oxydé en Fe2+ par le dioxygène, et le dioxygène continue d'oxyder Fe2+, puisqu'ils ont à nouveau des domaines disjoints, et comme on est en milieu très acide, eh bien on va former du Fe3+. Donc en fait ça va se passer en une seule étape, en réalité le fer va se transformer en Fe3+ directement. Étudions maintenant le cas d'un diagramme potentiel pH dans lequel il y a une dismutation, avec le cas très connu, très classique, du chlore. On donne ci-dessous le diagramme potentiel pH du chlore avec les composés donc Cl2, Cl-, HClO, ClO-. La concentration de tracé est définie un petit peu différemment ici. Donc ça c'est voilà, la chose à faire attention, c'est vraiment regarder quelle est la concentration de tracé, comment elle est définie. Ici elle est définie comme ça, la concentration de tracé. Lorsqu'on est à une frontière, la concentration en élément chlore total est égal à 1, 10-1, mais l'élément chlore total, c'est la somme de 2 fois la concentration en Cl2, une fois celle en HClO, une fois celle en ClO-, une fois celle en Cl-. Donc il faut que tout ça, ça vaille 1, 10-1 mol par litre. Donc vous voyez ici, c'est une définition un petit peu plus compliquée de la concentration de travail. On verra quelles conséquences ça a un petit peu plus tard dans la remarque de fin de page. En tout cas, indépendamment de cette définition, le diagramme il a cette allure-là, avec 4 zones, A, qui est la grande zone là, B, C, D. Question 1, attribuer les domaines A, B, C et D à l'espèce correspondante. Alors, je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne les résultats dans quelques instants. Vous, il faut que vous le fassiez sur une page, du coup, à côté. Voilà. Alors, pour attribuer chaque domaine à une espèce, en fait, et le justifier proprement sur la copie, ou à l'oral, la méthode que je préconise, moi, c'est retrouver l'allure du diagramme primitif de l'élément. C'est-à-dire, vous faites comme si vous partiez à 0 et que vous deviez refaire le diagramme potentiel pH, ça va vous donner le diagramme primitif, et ensuite, ça vous dira automatiquement qui sont A, B et C. Alors, je vous laisse, du coup, faire ce diagramme primitif, que je vous présente maintenant. Donc quand on fait le diagramme primitif, les 4 espèces qu'on étudie, il y a Cl- qui est du chlore au degré -1, Cl2 du chlore au degré 0, et HClO et ClO- sont tous les deux du chlore au degré +1. Si on doit choisir pour les formes acide-base, on voit que HClO, c'est vraiment l'équivalent de ClO- qui a reçu un proton H+. Donc comme il est plus protoné, c'est lui la forme acide, il est donc à gauche dans les pH faibles. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce diagramme primitif, ben c'est facile de voir que A, B, C, D correspondent à Cl-, Cl2, HClO, ClO. Donc vraiment, je vous recommande sur votre copie, vous faites le diagramme primitif, vous mettez ensuite les lettres correspondantes si on vous pose une question comme ça, et ça y est, la justification, elle est évidente. Question 2, on considère une solution aqueuse de dichlore, donc du Cl2 gazeux dissous dans l'eau, qui a un pH de 1, et on se pose la question, que se passera-t-il si on augmente le pH? Donc, on est dans le domaine de stabilité du dichlore, on est au début à pH 1, mais comme on augmente le pH, on voit que on va arriver à la fin du domaine de stabilité du dichlore. Donc, que se passe-t-il quand le dichlore n'a plus de domaine de stabilité? Eh bien, ce qui se passe ici, c'est ce qu'on appelle une dismutation. C'est-à-dire, puisqu'il n'existe aucun potentiel tel que le dichlore soit stable
au-delà de pH égale 2,2, il va disparaître et il va se transformer en deux autres espèces. Et quelles sont ces deux autres espèces? Eh bien, ce sont les espèces A et C. Donc ici, qui correspondent à Cl- et HClO. Autrement dit, il va se dismuter. Cl2 va se transformer en Cl- et en HClO. Alors, comment... donc, ça c'est ce que j'ai écrit là. Il n'existe aucun potentiel tel que le dichlore soit dans son domaine de stabilité au-dessus de 2,2, donc il va se dismuter. Comment écrire cette équation de dismutation proprement? Eh bien, on écrit en fait deux demi-équations redox. Cl2 se transforme d'un côté en Cl-, avec cette demi-équation-là. D'un autre côté, il se transforme en HClO avec cette demi-équation-là. Et ensuite, je fais le bilan, qui me donne 2Cl2 plus 2H2O, donne 2Cl- plus 2HClO plus 2H+. Je peux ici diviser par 2 partout. Donc le bilan, c'est Cl2 plus H2O, donne Cl- plus HClO plus H+. Donc voilà, bien écrire une dismutation, c'est important, et bien la repérer aussi. Question 3 maintenant. On considère une solution contenant des ions Cl- et des ions ClO- en quantité égale à pH 10. Que se passera-t-il si on diminue le pH jusqu'à pH 1? Donc cette fois, on considère une solution qui contient des Cl- et des ClO-. Donc on est ici sur la frontière entre guillemets AD. Et on diminue le pH. Alors si on diminue le pH, eh bien, premièrement, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer cette frontière verticale. Donc les ClO- vont se transformer en HClO. Jusqu'à ce qu'on arrive ensuite, de quand on dépasse 7,5, ça se transforme en HClO. Et quand on arrive à 2,2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, A et C, donc Cl- et ClO-, ils étaient deux composés d'un même couple redox. Donc, en fait, Cl- ne se transforme pas en ClO-, et ClO- ne se transforme pas en Cl-, on avait un équilibre. Mais quand on arrive là, ce qui se passe, c'est que A et C, leurs domaines deviennent disjoints. Puisqu'il y a B qui apparaît entre A et C comme une nouvelle forme redox. Donc ce qui va se passer, c'est que cette fois, si je suis à un pH inférieur à 2,2 et que je mets du A en contact avec du C, eh bien C va réagir avec A. A va se transformer en B, il va se faire oxyder, C va se transformer en B aussi, il va se faire oxyder. Autrement dit, il y a une réaction spontanée, thermodynamiquement favorisée, de A avec C pour donner B. Ça, c'est l'inverse, en fait, de la dismutation. Et on appelle ça une médiamutation. Donc c'est ce qui se passe ici. Dans le cas de deux espèces qui forment un couple redox, donc qui ont des domaines de prédominance accolés, qui se retrouvent séparés par une espèce de nombre d'oxydations intermédiaires lors d'un changement de pH, on a une médiamutation, c'est donc l'inverse de la dismutation. Ici, la réaction spontanée, c'est donc Cl- plus HClO donne H+, plus H+, donne Cl2 plus H2O, donc évidemment l'inverse de cette dismutation. Voilà. C'est important, quand vous voyez des diagrammes potentiels pH, de repérer quand vous avez des domaines comme ça de prédominance qui s'arrêtent par une frontière inclinée, c'est qu'il va y avoir des dismutations quand on va de gauche à droite, ou des médiamutations quand on va de droite à gauche. Autre application maintenant, comment bien lire un diagramme potentiel pH et en déduire des constantes thermodynamiques. Ici, on étudie le diagramme potentiel pH du zinc avec une concentration tracée de 0,1 mol par litre pour chaque espèce aux frontières. Les espèces étudiées sont le zinc, Zn2+, ZnOH2 et ZnOH4-2-. Question 1, attribuer les domaines ABCD à l'espèce correspondante. Donc maintenant vous avez la méthode, je vous laisse le faire, il faut recréer le diagramme primitif et en déduire qui sont A, B, C et D. Mettez pause, je vous donne le résultat dans quelques instants. Donc voici le diagramme primitif qu'on obtient. Le zinc au degré 0, les trois autres sont tous au degré plus 2, et dans l'ordre on a le plus acide Zn2+, ensuite en rajoutant 2H-, donc un peu plus basique, ZnOH2, qui est un solide, puis en rajoutant encore 2H-, donc encore plus basique, ZnOH4-2-. Enfin, question 2, déterminer le potentiel standard de Zn2+, Zn, le produit de solubilité pKs de ZnOH2 et la constante de formation β4 du complexe ZnOH4-2-. Donc pour ça, il va falloir donc utiliser la frontière verticale Zn2+, Zn et le potentiel de Nernst pour trouver ça. La frontière verticale ici, Zn2+, ZnOH2 pour avoir le pKs, et la frontière verticale ici pour avoir la constante de formation. Enfin ici, c'est pas vraiment la frontière verticale qu'on utilisera, mais un mélange de toutes les constantes. Je vous laisse essayer de le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne les résultats dans quelques instants. Alors, premièrement, pour la frontière horizontale, Zn2+, Zn. La demi-équation redox, c'est celle-là. À la frontière, on sait que par définition, la concentration en Zn2+, c'est la concentration de travail. Donc, avec Nernst.
E égale E standard Zn2 plus Zn plus 0,03 log de la concentration de travail, ce qui fait moins 0,79 volts. On en déduit donc que E standard vaut moins 0,76 volts en passant ça dans l'autre sens. Maintenant, pour avoir le pKs de ZnOH2. Donc l'équilibre de dissolution de ZnOH2, c'est ZnOH2 donne Zn2 plus 2HO-. Et on sait que quand on est à la frontière, par définition, cet équilibre de dissolution, il est vérifié. De plus, on peut lire sur le diagramme potentiel pH que cette frontière, elle est à pH égale 6,5. Donc on sait qu'à la frontière, le pH vaut 6,5. On sait que de plus, comme cet équilibre est vérifié, Ks, c'est Zn2 plus fois HO- au carré. Et on sait aussi que par définition, Zn2 plus, comme on est à la frontière, vaut la concentration de travail, c'est 0. Donc on passe cette expression E moins log, et on obtient pKs égale P de C0 plus 2 POH. Comme POH, c'est 14 moins pH, on a pKs égale P de C0 plus 2 fois 14 moins pH égale 16. Et voilà comment, vous voyez, à partir du diagramme potentiel pH, on peut retrouver le pKs du solide. Enfin, pour la dernière question, donc trouver bêta 4 pour le complexe ZnOH4 on peut se placer à la frontière, donc ZnOH2 plus 2HO- donne ZnOH4 mais ici, c'est pas vraiment cette réaction-là qui nous intéresse, puisqu'on vous demande bêta 4. Alors, quand on est à la frontière, en fait, quand on est à cette frontière-là, on est contre le domaine de stabilité de ZnOH4 donc on sait que sa concentration, ce sera C0, par définition de la concentration de travail, vu qu'on est à une frontière. Ensuite, on sait aussi que deux équilibres sont vérifiés quand on est à cette frontière. Il y a à la fois l'équilibre du Ks, puisqu'on est à la frontière avec l'existence de ZnOH2, donc on a Ks qui vaudra Zn2 plus fois HO- au carré qui sera vérifié. Et puis on a aussi bêta 4 qui est vérifié, puisque ZnOH4 on est à la frontière de son existence, donc il existe. Et on a donc, alors bêta 4 c'est la constante de formation du complexe à partir de l'ion Zn2 plus nu. Donc, c'est-à-dire, c'est la constante de la réaction, Zn2 plus 4HO- donne ZnOH4 2 fois moins. Si j'écris du coup la formule de bêta 4 ce sera la concentration en ZnOH4 divisée par la concentration en Zn2 fois la concentration en HO- puissance 4. Autrement dit, ici, je peux remplacer Zn2 comme je sais que le Ks est vérifié, par Ks sur HO- carré. Parce que Zn2+, c'est une inconnue. Ici, attention, on ne peut pas dire que Zn2+, c'est la concentration de travail, puisqu'on n'est pas contre la frontière de Zn2+. On est contre la frontière de ZnOH4 donc c'est cette concentration-là qui vaut la concentration de travail, c'est 0, et celle-là, elle est inconnue, la concentration de Zn2+. Mais comme le Ks est vérifié, on sait que Zn2+, c'est Ks sur HO- carré. Et donc, ça nous fait que bêta 4, c'est ZnOH4 divisé par Ks fois HO- carré. On passe tout ça au log, on obtient log de bêta 4 qui vaut log de C0, puisque la concentration en ZnOH4 c'est C0, plus pKs, puisque log de 1 sur pKs, log de 1 sur Ks, ça fait moins log de Ks, ça fait pKs, plus 2 pOH. Et donc, comme on connaît le pH, on peut en déduire le pOH à cette frontière, on sait que la frontière, elle est à 13,75, et on obtient, en faisant le calcul, log de bêta 4 égale 15,5, donc bêta 4, c'est 10 puissance 15,5. Et voilà encore comment on arrive à obtenir une constante thermodynamique à partir d'un diagramme potentiel pH. Enfin, on vous demande de calculer les pentes des segments CA et DA. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants. Pour la frontière CA, donc entre ZnOH2 et Zn qui correspond à cette demi-équation redox, on écrit tout simplement la formule de Nernst et on obtient E standard moins 0,06 pH, donc la pente c'est moins 0,06. Et pour la frontière DA, donc entre ZnOH4 et Zn, on écrit la demi-équation, on applique Nernst et on obtient E standard moins 0,03 log de C0 moins 0,12 pH, donc la pente c'est de moins 0,12. Pour finir, il y a une petite remarque sur le fait qu'une concentration de travail peut être définie de différentes façons, y compris, comme on l'a vu dans le cas ici du dichlore, une concentration de tracé est définie de façon compliquée. On fera ensemble en classe ce cas particulier. Vous pouvez essayer de le faire en vous entraînant et en répondant à la question. Déterminer les potentiels standards des couples AB et BC, puis ensuite déterminer les pentes. On verra ça samedi. C'est la fin de la vidéo.